Bonjour tout le monde, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous expliquer rapidement ou sommairement les activités réservées et les activités autorisées de l'infirmière auxiliaire. Je vous avais demandé en fait de consulter un document qui se retrouve sur le site de l'Ordre des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec. Il se trouve aussi dans votre Moodle sous l'onglet cours numéro 3. C'est un document qui est vraiment une source d'information extraordinaire, qui est super, super important de bien comprendre et de bien maîtriser parce que c'est ce que vous allez faire comme activité dans le cadre de votre profession. C'est votre responsabilité comme professionnel de savoir est-ce que vous êtes autorisé ou pas à exercer certaines activités, donc à faire certains soins avec vos clients. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est votre responsabilité comme infirmière auxiliaire de connaître ces activités-là parce que ce n'est pas aux autres professionnels de la santé de savoir est-ce qu'une infirmière auxiliaire est autorisée ou pas à faire certaines activités. Donc, ça va être à vous de savoir est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez des activités réservées et des activités autorisées par l'Ordre des infirmières auxiliaires, en fait par le Code des professions. Et il y a, bien sûr, dans les établissements, dans les milieux où vous travaillez, des méthodes de soins, des règles de soins infirmiers qui vont aussi encadrer les pratiques. Donc, c'est possible que vous soyez tout à fait habilité et autorisé par le Code des professions à exercer certaines activités, mais que le milieu où vous allez travailler limite l'exercice de certaines activités. Donc, vous devez savoir ce que vous pouvez légalement faire et vous devez savoir aussi ce que vous pouvez faire dans le milieu où vous travaillez. On va regarder ensemble le document qui est vraiment, je vous le dis, je le répète, là, super intéressant, mais aussi super important de connaître sur le bout de vos doigts. Le document est accessible en ligne sur le site de l'Ordre des infirmières auxiliaires. Vous avez juste simplement à marquer « Activités réservées des infirmières auxiliaires ». Vous allez tomber sur ce document-là. Il est aussi fait en fonction des différents milieux où vous travaillez. Donc, si vous travaillez dans une ressource intermédiaire, une résidence pour personnes âgées, il y a des documents qui expliquent un peu plus les différentes activités en fonction du milieu où vous travaillez. Vous voyez qu'au tout début du document, on a une page où on retrouve l'ensemble des activités. Donc, si on regarde ensemble, vous voyez que tout d'abord, on a les activités réservées, appliquer des mesures invasives d'entretien du matériel thérapeutique. Donc, toutes les activités réservées font partie de l'article 37. Vous avez prodigué des soins et des traitements reliés aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments selon une ordonnance ou selon le plan de traitement infirmier. Mélanger des substances en vue de compléter la préparation d'un médicament selon une ordonnance. Contribuer à la vaccination dans le cadre d'une activité découlant de l'application de la loi sur la santé publique. Effectuer des prélèvements selon une ordonnance. Observer l'état de conscience d'une personne et surveiller les signes neurologiques. Administrer par des voies autres que la voie intraveineuse des médicaments ou d'autres substances lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance. Et introduire un instrument ou un doigt selon une ordonnance au-delà du vestibule nasal, des grandes lèvres, du méa urinaire, de la marge de l'anus ou dans une ouverture artificielle du corps humain, comme par exemple une stomie. Puis finalement, introduire un instrument selon une ordonnance dans une veine périphérique à des fins de prélèvement lorsqu'une attestation de formation lui est délivrée par l'ordre dans le cadre d'un règlement pris en application du paragraphe 0, article 94. En fait, vous allez avoir la formation, vous, dans le cadre de votre DEP. Ensuite, vous avez deux activités qui sont autorisées. Les deux activités qui sont autorisées sont un petit peu plus bas ici sur la page. C'est en fait contribution à la thérapie intraveineuse, administrer des soins à un patient avec une trachéostomie sous ventilateur, puis vous avez tout ce qui est les activités professionnelles qui peuvent être exercées en orthopédie, comme par exemple le fait d'installer une immobilisation plâtrée. On va y revenir. Si on retourne au tout début du document, vous voyez que j'ai eu
cliqué sur l'activité et ça m'a amené directement là, à la page correspondante. Là, on va retourner au début pour voir ensemble les différentes activités en donnant les explications. Vous avez une introduction que vous pourrez prendre le temps de lire. Ensuite, on vous explique la première activité réservée qui est la contribution à l'évaluation de l'état de santé d'une personne et à la réalisation du plan de soins, prodiguer des soins et des traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de rétablir et de prévenir la maladie et fournir des soins palliatifs. Donc, quand on prend le temps de regarder tout ça, ce que ça dit, c'est qu'en tout temps, vous allez pouvoir exercer votre jugement professionnel, donc recueillir des données, déterminer est-ce que c'est des informations qui sont pertinentes. Regarder les manifestations cliniques, faire des observations en lien avec les pathologies. Vous allez analyser tout ça, puis vous allez aller rapporter les informations qui sont pertinentes aux professionnels concernés. Quand on parle de la démarche de soins, c'est vraiment la collecte d'informations, l'analyse, la planification, donc l'exécution, etc. C'est vraiment l'ensemble de la démarche qui va nous permettre de travailler en équipe à déterminer c'est quoi nos interventions pour ce patient-là, est-ce que c'est efficace ou pas. On vous dit que vous pouvez contribuer à l'évaluation de l'état de santé d'une personne. Donc, vous pouvez remplir les différents documents, par exemple, le MoCA, le Folstein, qui sont des évaluations de l'état cognitif d'un patient. Vous pouvez remplir l'échelle de Braden, qui est une échelle qui évalue le risque qu'un patient développe une plaie de pression. Donc, quand vous avez une directive infirmière, vous pouvez tout à fait remplir ces différents documents-là. Vous pouvez faire un électrocardiogramme quand c'est prescrit ou quand il y a une directive. Vous pouvez et vous devez collaborer à la réalisation du PTI. Vous allez participer aux réunions interdisciplinaires. Donc, vous êtes une professionnelle à part entière, puis vous avez votre mot, votre place là, à jouer dans l'équipe pour participer à tout ce qui est les soins du patient. Vous pouvez prodiguer des soins donc, dans le but de maintenir la santé, de prévenir la maladie. Une infirmière auxiliaire peut faire de l'enseignement. Il y a cette espèce de mauvaise compréhension ou peut-être une méconnaissance un peu du rôle de l'infirmière auxiliaire. Vous êtes tout à fait habilité à faire de l'enseignement à des patients tant que ce que vous enseignez reste dans le cadre de vos activités, de votre champ d'exercice. Vous êtes autorisé à faire de l'enseignement aux patients ou à ses proches. Vous pouvez donner des soins palliatifs, donc par exemple, participer aux réunions d'équipe, accompagner le patient à ses proches, administrer les médicaments en soins palliatifs. Ça inclut le protocole de détresse respiratoire ou la sédation palliative, tant que c'est prescrit. C'est sûr que chacune des actions qu'on fait, on doit les faire en ayant les connaissances et les compétences nécessaires pour les faire de façon sécuritaire. Ensuite, vous avez comme deuxième activité réservée, appliquer les mesures invasives d'entretien du matériel thérapeutique. Donc, tout ce que vous allez utiliser comme matériel thérapeutique, vous êtes en mesure de vous assurer que ça fonctionne bien puis de faire l'entretien qui est nécessaire en fonction de ce que vous devez utiliser. Par exemple, vous pouvez nettoyer une canule de trachéostomie, vous pouvez vous occuper d'un CPAP ou d'un BIPAP, tout ce qui est l'oxygénothérapie, tout ce qui est les tubulures, le matériel, vous pouvez vous en occuper. Vous pouvez vous occuper, par exemple, des drains thoraciques, des drains péritonéales. Vous pouvez irriguer des tubes de nasogastrique, donc un tube qui va du nez jusque dans l'estomac, faire des soins de colostomie, irriguer des cathéters vésicaux. Donc, vous pouvez entretenir tout ce qui est les tubulures de drainage, le matériel qui est autour là, du patient. Vous avez ensuite effectué des prélèvements selon une ordonnance. Donc, vous pouvez effectuer tous les types de prélèvements chez tous les clientèles, dans tous les milieux de soins. On s'entend que dans la mesure où ces prélèvements-là sont prescrits. Donc, vous pourriez, par exemple, faire un test streptocoque au niveau de la gorge, faire un prélèvement au niveau du nez, faire une aspiration de sécrétion pour analyse. Vous pouvez faire un prélèvement d'urine. Donc, vous êtes en mesure, selon une ordonnance, d'effectuer tous les types de prélèvements.
pouvez faire des traitements de plaies pour tout ce qui est blessure au niveau des téguments, tout ça, dans la mesure où il y a une ordonnance ou un plan de traitement infirmier. Vous pouvez le faire pour tous les clientèles et dans tous les milieux. Donc, vous pouvez faire vos observations, transmettre les informations à l'infirmière ou au médecin, participer à la réalisation du PTI. Donc, si vous voyez qu'il y a une nouvelle plaie, vous pouvez faire apporter vos observations, faire des suggestions. Vous pouvez amener vos observations aussi en lien avec ce que vous constatez quand vous changez le pansement. C'est sûr que l'évaluation de la plaie et la décision ultime pour ce qui est du plan de traitement doit se faire par l'infirmière, mais c'est un travail de collaboration. C'est à l'infirmière auxiliaire qui fait ses observations, qui voit qu'on doit changer le pansement plusieurs fois par jour parce qu'il est complètement saturé ou que quand on change le pansement, c'est collé sur la plaie. Donc, les observations pertinentes, vous allez les apporter, puis en équipe, vous allez déterminer qu'est-ce qui est pertinent ou pas de faire comme traitement pour la plaie. Vous avez ensuite des exemples de tout ce que vous pouvez faire comme pansement. Donc, vous pouvez, par exemple, changer le pansement d'un cathéter veineux central, même si c'est un cathéter que vous ne pouvez pas utiliser pour administrer des médicaments. C'est un pansement. Si vous avez la formation et que vous êtes habilité, vous pouvez tout à fait le faire. Vous pouvez, par exemple, changer le premier pansement post-opératoire dans la mesure où c'est prescrit, où il y a une directive au plan de traitement. Il n'y a aucune raison pourquoi vous ne pourriez pas changer un premier pansement post-opératoire. Donc, quand je me retrouve dans une situation où j'ai un doute, je ne suis pas certaine, il y a toujours moyen de venir chercher l'information. Vous avez juste à cliquer ici, par exemple, sur les différentes types de soins de plaie que vous pouvez faire, puis vous allez être dirigé automatiquement vers les informations qui sont pertinentes. Ensuite, on a observé l'état de conscience d'une personne et surveillé les signes neurologiques. Donc, vous pouvez tout à fait vérifier les signes neurologiques quand ça fait partie d'une directive au PTI, quand il y a une prescription, mais aussi de façon autonome. Votre patient a chuté, vous suspectez qu'il y a eu un impact crânien, vous pouvez surveiller les signes neurologiques. Et si vous notez qu'il y a une particularité, avisez l'infirmière aussitôt que vous constatez qu'il y a quelque chose. Donc, les signes neurologiques, que ce soit la fonction motrice, les pupilles, l'état de conscience, donc au niveau cognitif, vous êtes tout à fait habilité et en mesure de faire ces surveillances-là. Vous pouvez mélanger des substances pour préparer un médicament selon une ordonnance. Donc, vous pouvez calculer, mesurer, mélanger les médicaments. Il n'y a pas de restriction sur ce que vous pouvez préparer comme médicament. Donc, même si c'était un médicament intraveineux, vous seriez autorisé à le préparer selon certaines conditions. De façon générale, c'est admis dans le milieu que ce que je prépare, j'administre et ce que je n'ai pas préparé, je n'administre pas. Donc, par exemple, ça va être rare que vous allez être appelé à préparer un médicament pour quelqu'un d'autre parce que comme on administre, on est responsable de ce qu'on donne, on veut que ce soit nous qui l'ayons préparé. Par contre, si je travaille dans une clinique médicale, le médecin avec qui je travaille fait des infiltrations de cortisone au niveau des articulations, vous pourriez être appelé à préparer les médicaments que le médecin va administrer. Vous pourriez travailler au bloc opératoire et préparer les médicaments pour l'anesthésiste ou pour le médecin ou même pour l'infirmière qui vont être administrés par un autre professionnel. C'est sûr que vous n'êtes pas autorisé à le donner si c'est par une voie intraveineuse, mais vous pourriez tout à fait le préparer. Vous pouvez préparer des vaccins, vous pouvez mélanger des insulines. Il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Vous pouvez administrer par des voies autres que la voie intraveineuse, ce qui veut dire qu'on n'administre pas de médicaments intraveineux. Tous les médicaments, selon toutes les autres voies d'administration, avec tous les types de clientèle, peu importe que ce soit dans un papillon, que dans un cathéter sous-cutané ou peu importe, tant que ce n'est pas la voie intraveineuse, vous êtes autorisé à l'administrer. Donc, vous pourriez administrer, par exemple, un médicament dans une colostomie, si c'est prescrit. On s'entend qu'il faut que ça fasse partie, que ça soit prescrit, mais vous pouvez administrer des médicaments en PRN, vous pouvez administrer des produits sanguins ou ses dérivés si c'est par une voie intramusculaire ou sous-cutanée. C'est sûr que les transfusions sanguines, généralement, se donnent par la voie intraveineuse, mais il n'y a pas de restriction par rapport à ce que vous pouvez administrer tant que ça reste dans les voies d'administration que vous êtes autorisé à administrer.
Vous pouvez contribuer à la vaccination, donc en collaboration avec le vaccinateur qui est généralement l'infirmière ou le médecin. Vous pouvez participer aux campagnes de vaccination tant que vous suivez les lignes directrices du PIC. En ce moment, avec le COVID, il y a des nouvelles particularités qui sont arrivées là, tout récemment quant à la vaccination, qui sont des conditions particulières. On va pour l'instant se fier au document qui est ici, mais sachez qu'il y a des changements qui viennent là, de tout juste être apportés. Donc, vous pouvez faire remplir le questionnaire pré-vaccination avec le patient. Vous pouvez vérifier le registre de vaccination, son carnet de vaccination avec le PIC, déterminer où il en est dans sa vaccination. Vous pouvez préparer et administrer les vaccins, noter tout ça au carnet de vaccination, faire la surveillance et si jamais il y avait une complication, à ce moment-là, vous pourriez administrer le protocole d'urgence. Normalement, jusqu'à tout récemment, la condition pour pouvoir participer à la vaccination, c'était qu'il devait avoir dans l'établissement où vous alliez vacciner, il devait avoir sur place un médecin ou une infirmière pour pouvoir être disponible en cas d'urgence. Et c'est cet aspect-là là, qui reste à clarifier par rapport aux nouvelles normes en lien avec le COVID. Mais jusqu'à tout récemment, vous pouviez le faire, mais il devait avoir soit un médecin ou une infirmière là, à proximité. Ensuite, vous aviez introduire un instrument, un doigt ou un doigt selon une ordonnance au-delà du vestibule nasal, des grandes lèvres, du milieu urinaire, de la marge de l'anus ou dans une ouverture artificielle du corps humain. Donc, vous pouvez traverser les barrières physiologiques auprès de tous les types de clientèle dans tous les milieux. Donc, par exemple, vous pourriez aspirer des sécrétions dans les voies respiratoires, retirer des drains dans des plaies, mettre une gastrostomie. Une fois qu'elle est cicatrisée, vous pouvez, par exemple, installer une sonde vésicale, installer un tube nasogastrique, donc aller dans une ouverture du corps humain pour introduire un instrument. Vous pourriez faire un nettoyage d'oreilles, par exemple. Donc, tant que ça reste dans ce cadre-là et que c'est prescrit, vous pouvez effectuer le soin. Vous pouvez introduire un instrument dans une veine périphérique pour faire un prélèvement, donc faire une prise de sang. Vous pouvez faire tous les prélèvements sanguins avec tous les types de clientèle. Donc, vous pourriez travailler, faire des prélèvements sanguins pour Héma-Québec. Vous pourriez faire une hémoculture, etc. On est maintenant rendu aux activités autorisées. Donc, les activités autorisées, la première, c'est la contribution à la thérapie intraveineuse. Donc, vous pouvez contribuer à la thérapie intraveineuse tant que c'est chez une clientèle de 15 ans et plus. Donc, vous ne pouvez pas en pédiatrie installer un cathéter intraveineux. Il faut que ça soit chez une clientèle de 15 ans et plus. Ce que vous êtes autorisé à installer, c'est un cathéter intraveineux périphérique, donc dans les veines au niveau des extrémités, qu'on va pouvoir installer un cathéter de moins de 7,5 cm. Vous pouvez installer que ce soit un cathéter ou que ce soit un papillon dans les veines. Vous pouvez administrer une solution intraveineuse sans additif dans le cathéter intraveineux court. Donc, même si c'est une solution intraveineuse sans additif, vous ne pourriez pas l'administrer dans une voie centrale, par exemple, parce que c'est un cathéter qui est beaucoup plus long, qui va dans les veines jusqu'à près du cœur. Vous pouvez ajuster le début d'un soluté sans additif et vous pouvez irriguer le cathéter court de moins de 7,5 cm avec du NaCl, par exemple. Ce qu'on vous spécifie ici, c'est qu'en pédiatrie, donc chez les clients de 14 ans et moins, vous pouvez surveiller la perfusion et en maintenir le débit. Vous pouvez arrêter la perfusion si c'est un cathéter de moins de 7,5 cm et vous pouvez retirer le cathéter. Mais vous n'êtes pas autorisé à l'installer, le cathéter. Ensuite, vous pouvez participer à l'entretien d'une trachéostomie qui est reliée à un ventilateur si vous avez la formation pour le faire. Tous les soins de trachéostomie peuvent être exécutés, mais chez un patient qui a une trachéostomie qui n'est pas nouvelle. Donc, vous pouvez, par exemple, dans un centre d'hébergement ou quand le patient est en réadaptation ou en soins de longue durée,
Donc, il y a des conditions pour pouvoir faire les soins de trachéostomie sur un ventilateur. Là, ici, on parle vraiment du relié à un ventilateur. Il faut qu'il y ait une infirmière qui est disponible dans l'établissement où vous allez faire les soins. Puis, vous devez avoir une directive là, au PTI à ce moment-là. Une trachéostomie qui n'est pas reliée à un ventilateur, vous pourriez là, donner des soins aussi. Puis finalement, il y a une nouvelle activité autorisée qui est en fait tout ce qui est en orthopédie. Donc, vous seriez autorisé à installer, ajuster, enlever un plâtre ou une attelle en fibre de verre. Donc, vous avez, bien sûr, il faut avoir la formation adéquate pour pouvoir le faire, mais c'est quelque chose que vous êtes habilité à faire. Vous avez ensuite dans le document plusieurs pages en annexe qui sont remplies d'informations intéressantes. On vous parle du PTI, qu'est-ce que c'est le PTI, qu'est-ce que c'est que le champ d'exercice de l'infirmière, son rôle par rapport au PTI et le vôtre, qui est un document légal auquel vous devez participer. On vous donne aussi les informations sur tout ce qui est la contribution à la thérapie intraveineuse, donc qu'est-ce qui est nécessaire comme formation, c'est quoi un cathéter court, les particularités en lien avec ça. Il y a certaines précisions, donc on vous dit que dans certaines situations, si l'infirmière vous demande directement, vous seriez autorisé à retirer un cathéter court si, par exemple, il y avait une solution intraveineuse avec des médicaments dedans. Vous pourriez irriguer le cathéter après que l'antibiotique, par exemple, intraveineux, le médicament intraveineux soit terminé. Ou vous pourriez vérifier et ajuster le débit s'il y a des médicaments ou des additifs dans le soluté du patient, mais il faut que ça soit vraiment selon des directives claires et explicites de l'infirmière. Vous avez des exemples, là, par exemple, avec un PTI, puis de situations là, par rapport à tout ça. Vous avez aussi tout ce qui est par rapport à la dialyse péritonéale. Vous avez des informations sur une situation d'urgence. Qu'est-ce que c'est que votre rôle comme infirmière auxiliaire dans une situation d'urgence? Donc, je vous invite à vraiment prendre le temps de lire l'ensemble de ce document-là. C'est vraiment quelque chose qui va vous être utile dans votre pratique à chaque jour, puis c'est vraiment nécessaire d'être bien à l'aise avec tout ça. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu. À bientôt!